Bienvenue à tous sur Africa 24. En prélude au 9e congrès panafricain de Lomé, la République du Mali a accueilli les 14 et 15 mars 2024 la conférence préparatoire de la région Afrique de l'Ouest, placée sous le thème « Diaspora, Afrodescendants et développement ». Les enjeux et les attentes du pays hôte sont développés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali dans cette nouvelle édition de l'interview. Monsieur Abdoulaye Diop, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Votre pays a accueilli la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest en prélude au 9e congrès panafricain de Lomé, conférence préparatoire qui se tient dans un contexte d'autodétermination des peuples africains dont le Mali tient le leadership via la création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Quels sont les enjeux et les attentes du Mali? Merci pour la question. D'abord, je dois dire que le Mali est honoré du choix par les panafricains, notamment par la République togolaise, qui nous a approchés pour pouvoir servir de cadre pour ce dialogue. Naturellement, au-delà de l'honneur, nous sommes engagés par rapport aussi à la thématique qui est aujourd'hui mise en avant de la diaspora, des afro-descendants et des questions de développement, qui sont aussi des questions essentielles si on veut réaliser même l'unité de notre continent, puisque la diaspora elle-même est considérée comme une des régions du continent africain. Et le Mali, qui a toujours mis dans les différentes constitutions successives qu'elle était prête à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour réaliser l'unité africaine, est toujours partant pour vraiment ce type d'aventure qui permet une avancée qualitative vers la réalisation de l'agenda d'unité, de l'agenda de cohésion des Africains et de l'agenda qui fera en sorte que les diasporas et les afro-descendants puissent constituer désormais non seulement elle constitue, mais elle doit se reconnaître comme une force qui puisse peser sur le cours de l'histoire. C'est pourquoi le Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, n'a pas hésité à donner son accord pour que nous puissions servir de cadre par rapport à cela. Et nous pensons aussi que pour un pays comme le Mali, où le tiers de notre population, au minimum, vit au-delà de nos frontières, les questions de diaspora sont des questions stratégiques nationales qui touchent dans presque chaque famille malienne. Il y a quelqu'un qui vient de la diaspora ou qui a migré. Donc c'est un enjeu majeur pour nous. Selon une étude de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, les transferts de fonds de la diaspora malienne ont été chiffrés à 793 milliards de francs CFA en 2022 contre 95,6 milliards de dollars en 2021. Monsieur le ministre, quelle importance revêt la contribution de la diaspora africaine au développement du continent? C'est un peu tout le paradoxe qui se pose à nos pays aujourd'hui. Parce que les chiffres que vous avez donnés, pour le Mali en particulier, ces chiffres dépassent de loin ce qui est appelé aide publique au développement, entre guillemets, je n'aime pas le mot aide publique au développement à nos pays, mais pourtant, on appelle ceci bailleurs de fonds. Mais on n'appelle pas la diaspora bailleur de fonds. Pourtant, elle déploie des ressources qui vont au-delà du soutien que nous recevons de ces partenaires-là. Donc aujourd'hui, le regard nouveau que nous devons avoir, c'est d'abord valoriser et respecter cette diaspora qui fait ce type d'investissements, qui sont des investissements significatifs. Dans quel domaine, par exemple? Au Mali, dans certaines localités, les routes, les écoles, les centres de santé, le soutien quotidien aux familles, c'est une sorte de sécurité sociale. Donc c'est dans certaines régions, comme la région d'où je viens, la région de Caille, par exemple, c'est un foyer de migrants. Donc la part de nos ressortissants qui sont dehors est indispensable pour la survie économique de ces pays. Donc, ce que je veux dire, c'est vrai que ces investissements sont essentiellement faits aussi pour soit le soutien aux familles, soit pour des dépenses sociales. L'enjeu aujourd'hui, nous voulions pouvoir avancer vers un investissement productif. Comment faire en sorte que cet argent ne soit pas seulement des transferts pour des
des dépenses sociales, mais que ça puisse constituer des investissements productifs rentables, qui créent des emplois, qui occupent nos jeunes gens, qui font vivre aussi ceux qui envoient cet argent. Donc je pense que c'est l'enjeu de discussion que nous avons eu aujourd'hui en particulier pour voir comment on peut créer cette dynamique économique et commerciale, comment on peut faire de notre diaspora des agents économiques aussi qui bénéficient de ces transferts et ces transferts aussi doivent bénéficier naturellement aux localités, aux communautés qui les reçoivent. Concernant l'investissement productif de la diaspora et des afrodescendants en Afrique et au Mali en particulier, quelles sont les limites qui entravent cet investissement, Monsieur le ministre? Bon, il y a des limites de plusieurs ordres. Sur le plan législatif, naturellement, il doit y avoir des efforts pour pouvoir simplifier les choses pour nos ressortissants qui reviennent, qui veulent s'engager dans les affaires. Il y a des facilités et des incitations qui doivent leur être données, mais aussi il faut aller à eux, il faut être à leur écoute. Aujourd'hui, il est indispensable peut-être d'avoir même une cartographie de nos ressortissants qui sont à l'extérieur, les identifier, comprendre qui ils sont, quelles sont les capacités et les compétences qu'ils ont, et comment nous pouvons vraiment accompagner, et qu'est-ce qu'ils attendent de l'État. Il y a eu plusieurs forats qui se sont tenus ici, dont un forum sur le développement de la diaspora l'année dernière, qui ont permis de générer beaucoup d'idées. L'État est engagé à jouer sa partition pour pouvoir faciliter ceux qui souhaitent revenir, mais en tout cas les activités ou l'implication ou la contribution ou l'apport de la diaspora au développement économique du pays. Quelles sont les conditions idoines à mettre en place justement pour la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières de la diaspora et des afrodescendants au profit du développement du continent? Bon, cette question est importante, mais nous ne devons pas limiter la contribution de la diaspora en termes de son apport financier uniquement, parce que d'abord, c'est des personnes que nous devons valoriser parce que c'est important, parce que ce sont nos ressortissants, nous sommes connectés avec ces pays, nous devons pouvoir travailler en sorte que, bon, ils se sentent chez eux. Hein, et c'est ce qui est important par rapport à ces individus. Instaurer cette confiance-là, on dira, quelque part. Ouais, il faut instaurer cette confiance. Au Mali, on a toujours valorisé la diaspora, on lui a donné l'espace qu'il faut. Il y a des organisations fêtières qui sont en place. La dernière constitution du Mali qui a été promulguée le 22 juillet 2023 a des dispositions qui permettent, par exemple, aux membres de la diaspora d'être élus dans la chambre haute comme dans la chambre basse du Parlement. Donc ils font partie des institutions du pays et aujourd'hui ils sont partie des gouvernements et d'autres institutions du pays. Donc ça, c'est à mon avis une dimension importante. Mais votre question, c'est de voir un peu comment canaliser leur rapport financier. Hier, nous avons eu beaucoup de débats sur cette question. Certains ont pensé qu'il faut peut-être créer des conditions pour que les gens de la diaspora reviennent. Il y a eu plusieurs débats. D'autres pensent que ce n'est pas le cas. Mais personnellement, mon sentiment est que nos pays doivent d'abord créer des conditions pour l'investissement dans nos pays. Conditions qui peuvent faciliter l'investissement aux Chinois et à tout le monde en priorité. Parce que le pays lui-même doit avoir un cadre suffisamment incitatif et simplifié. Il y a certains pays où pour créer une entreprise, c'est très simplifié. Donc, il faut faire ce genre de choses. Maintenant, peut-être qu'il est possible de donner quelques incitations supplémentaires à notre diaspora en termes de régime de taxation ou régime douanier. Mais je pense que fondamentalement, le pays ne peut pas être attractif que pour la diaspora. Il faut être attractif d'abord et il faut une attractivité supplémentaire pour la diaspora parce qu'elle est chez elle. Elle est chez elle et c'est important. Exactement. Merci, Monsieur le ministre, pour ces précisions. Le Mali est un pays qui s'inscrit dans un élan de panafricanisme. Quelles sont vos perspectives? Le Mali a toujours été dans un élan de panafricanisme. Je pense que depuis le premier président Modibo Keïta aujourd'hui, donc il y a un engagement. Les perspectives par rapport à ça aujourd'hui, nous avons une appréciation plutôt critique de la situation. Parce que nous estimons qu'il ne s'agit pas d'appartenir à une organisation d'intégration africaine pour dire qu'on fait du panafricanisme. Non, parce que certaines de ces organisations ont dévié de leur texte et souvent nous trouvons que certains ont même trahi l'idéal
panafricain ou l'idéal d'intégration africaine. Donc notre sentiment, c'est qu'il faut une intégration. Si on doit avoir des organisations, ça doit être des organisations véritablement africaines, des organisations dont le leadership est contrôlé et assumé par des Africains et qui sont autonomes, qui sont à l'abri d'ingérence ou de dictats de puissance extérieure. Parce qu'on ne peut pas être dans un panafricanisme, être dans des organisations africaines où l'ordre du jour est fixé par des entités ou des pays à l'extérieur du continent qui dictent leurs lois, qui fixent les agendas, qui instrumentalisent même ces organisations pour pouvoir punir nos pays. Donc pour moi, le panafricanisme est plus que jamais vivant. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on regarde le soutien dont le Mali a bénéficié dans les périodes difficiles que nous avons traversées, il y a une mobilisation extraordinaire dans plusieurs pays de population sur le continent et de la diaspora dans une fibre véritablement africaine. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un renouveau aujourd'hui du panafricain, certainement à cause des réseaux, de beaucoup de choses, parce que les gens ont une meilleure compréhension aujourd'hui de ces enjeux. Donc moi, je suis plutôt optimiste par rapport au panafricanisme, mais je pense que nous devons faire en sorte que ce panafricanisme soit bénéfique pour la population, parce que les populations doivent être au centre de ça. Si nous devons avoir des organisations, il faut que ces organisations soient des organisations des peuples. Si on dit organisation des peuples, c'est-à-dire que ces organisations doivent répondre aux préoccupations immédiates des populations. Libre circulation, commerce, en tout cas, ce dont les populations ont besoin. Parce que même dans notre espace, on se gauze en disant que bon, on a l'espace le plus libéral en termes de libre circulation des personnes, mais ça c'est sur le papier aussi très souvent. Mais quand les gens, je quitte ici pour aller à Abidjan ou pour aller à Ouagadougou, le nombre de checkpoints que je trouve sur le chemin prouve que ce qui est sur le papier n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Donc il faut que l'intégration marche pour nos populations et que la vendeuse ou celle qui fait le commerce informel entre Bamako et Bobo-Dioulasso, si elle dit qu'elle sent qu'il y a une différence, je pense que c'est là où nous aurons fait la différence. Mais tant que ces personnes ne sentiront pas que leur va-et-vient, leurs activités économiques sont plus facilitées à cause de ce que nous faisons, je pense que nous sommes à côté de la plaque. Et Monsieur le ministre, quelle position a le Mali face à la levée des sanctions économiques et financières de la CEDEAO? Bon, j'ai déjà indiqué, j'ai eu cette question il y a quelques jours, j'ai indiqué que je n'ai pas vocation à commenter les questions, les décisions prises par une organisation dont nous ne sommes pas membres, dont nous ne sommes pas concernés. Nous sommes dans le cadre de l'AES, nous continuons cette dynamique qui a été mise en place. Nous n'avons pas d'appréciation particulière par rapport à cela. D'accord. Et où en est-on par rapport à l'acte officiel de la Confédération de l'Alliance des États de l'AES? Voilà, il y a des avancées. Vous vous souviendrez qu'au mois d'octobre ici, nous avons eu une rencontre au niveau des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'économie et des finances. Les ministres des Affaires étrangères ont recommandé au chef d'État d'aller vers un modèle confédéral parce que nous ne voulons pas juste répliquer des modèles existants. Et cette question a fait l'objet de seconde discussion le mois dernier à Ouagadougou, où nous avons défini l'architecture institutionnelle pour évoluer vers cette confédération qui permet une démarche intergouvernementale entre nos deux pays, reposant sur trois piliers essentiels. D'abord, les questions de sécurité. Ça, sur le terrain, il y a beaucoup d'avancées. Les questions de développement économique, parce qu'il faut qu'on réponde aux aspirations de nos populations. Qu'en est-il? Et le troisième, c'est sur les questions de coordination politique. En parlant de développement économique, qu'en est-il? Bon, avant, je dois juste peut-être vous répondre que cette question de la Confédération doit maintenant, les ministres ont revu. On a fait des propositions qui doivent être maintenant validées par les chefs d'État. Maintenant, c'est une fois validé qu'on va aller dans la phase pratique de la question. Parce que jusqu'à présent, la charte de l'AES, c'est une charte sur le volet sécuritaire. Donc c'est avec la validation de la nouvelle architecture qui est proposée qui nous permettra d'avancer maintenant sur les chantiers économiques, où il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites pour aller vers des projets structurants, soit dans le cadre des chemins de fer, d'autres infrastructures dans le domaine gazier ou sur les questions de production. Donc il y a beaucoup de propositions pour nous permettre d'avoir une économie d'échelle pour travailler. Mais
nous ne pouvons pas aller à un niveau de détail à ce stade avant d'avoir la validation des chefs d'État sur le modèle qui leur a été proposé. Monsieur Abdoulaye Diop, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.